On est à 2 jours de la grande journée des déménagements et comme à chaque année, on fait le point sur la situation des ménages à risque de se retrouver à la rue le 1er juillet. Et cette année à Sherbrooke, la situation est encourageante. L'OMH rapporte seulement 2 ménages qui sont toujours à la recherche d'un logement. À Sherbrooke, on a instauré le programme du service d'aide à la recherche du logement avec les intervenantes de l'OMH qui font un excellent travail. Depuis son implantation en 2023, ça a toujours diminué. On avait commencé avec 27 ménages, après ça, il y en avait une vingtaine, après ça 10, puis là, on est rendu à 2. Puis je me souviens, moi, quand j'étais arrivée en 2021, on était autour d'une cinquantaine de ménages. Donc, on voit que ce programme-là qui permet en fait d'avoir de l'aide à l'année au lieu d'agir en urgence là, autour du 1er juillet, ça donne vraiment des résultats. L'OMH a accompagné plus de 500 personnes à se trouver un logement. Il reste encore 2 ménages sans appartement en vue du 1er juillet. Alors, qu'est-ce qui explique que c'est si compliqué de se trouver un appartement abordable à Sherbrooke? Bien, c'est ça. Je pense que c'est surtout de trouver des logements abordables. Et on voit des fois, il y a plusieurs logements qui se construisent mais ne sont pas nécessairement abordables. Fait que c'est là l'enjeu parce que les gens, ils vont quitter un logement où peut-être le prix a augmenté, puis ils sont pas capables de se retrouver quelque chose au prix équivalent, puis leurs revenus n'ont pas augmenté. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'aller chercher quelque chose de plus cher. C'est pour ça qu'il faut continuer d'agir à Sherbrooke pour avoir du logement qui est abordable. C'est pour ça qu'on a un fonds de 10 millions pour construire des logements qui sont abordables. Et justement, est-ce que la liste pour les logements abordables s'allonge? Sur notre liste d'attente, on a environ 1200 ménages. Ça a diminué. L'an passé, c'était 1500, donc il y a eu une diminution. Puis sur les 1200, la majorité, là, autour de 800, c'est des personnes seules. Donc c'est vraiment le besoin, là, c'est pour les personnes seules. Et quelle est la situation des 2 personnes sans logement à Sherbrooke? C'est 2 personnes seules. Il y en a un qui va être hébergé par un ami, donc il n'aura pas besoin du service d'hébergement. Il va seulement avoir besoin du service d'entreposage. Puis il y en a un qui va avoir notre service d'hébergement et d'entreposage. Avec ces données-là, c'est encourageant de dire il y a seulement 2 ménages. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de crise du logement, qu'il n'y a plus de gens qui cherchent des logements, qu'il n'y a plus d'itinérance. C'est pas ça du tout le message. Mais les gens qui se ramassent à ne plus avoir de logement pour le 1er juillet, ils font partie d'un programme très spécifique. Puis dans ce programme-là, bien là, on voit que le nombre a diminué avec les années grâce à l'accompagnement qui est fait tout au long de l'année. D'amener les gens à nous contacter le plus rapidement possible puis d'agir en prévention plutôt que dans la crise, dans l'urgence. Puis ça donne plus de temps aussi pour trouver des logements. C'est ce qui permet d'avoir des bons résultats. On peut dire qu'il y a un excellent travail qui est fait par nos intervenantes du service socio-communautaire. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Puis c'est ça, je pense que c'est une réussite dans le sens qu'on est présent pour que les gens ne se ramassent pas en situation d'urgence. Il y a eu beaucoup de besoins, mais on a réussi à les relocaliser. La Ville de Sherbrooke invite la population à planifier leur déménagement à l'avance et rappelle quelques démarches importantes à prévoir ainsi que les ressources et services offerts à la population. Toutes ces informations se retrouvent sur le portail citoyen Mon Sherbrooke. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. À l'approche du 1er juillet, plusieurs profitent du déménagement pour faire du ménage. Et chaque année, des télévisions, des ordinateurs ou des micro-ondes se retrouvent abandonnés en bordure de rue. Pourtant, ces objets peuvent tous être récupérés et recyclés. Ça se ramasse. Les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Ils n'ont pas envie d'aller attendre à l'éco-centre. Ça se retrouve sur le bord des rues. Tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est des matières qui sont dangereuses pour l'environnement, qui affectent notre écosystème. Donc, on ne veut pas laisser traîner ça là. Puis souvent, ça prend quelqu'un qui va venir éventuellement les ramasser parce que ça va se répandre dans l'environnement. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de trouver une solution. Il y en a plusieurs qui existent. On en est une. Puis on a aussi un point de dépôt à Trois-Rivières que les gens peuvent venir spécifiquement les porter à nos bureaux s'ils ne savent pas quoi faire. Un appareil qui ne fonctionne plus n'est pas forcément un déchet. L'objectif est de déposer ces objets dans l'un de ces centres afin d'éviter qu'ils se retrouvent dans l'environnement. La mission première, c'est de faire du réemploi. Tout ce qui peut être remis à neuf est remis à neuf. Si ce n'est pas remis à neuf, on l'utilise pour en faire des pièces de rechange pour des items. Puis en dernier recours seulement, on va en faire du recyclage. On couvre vraiment très large, beaucoup plus large que ce que les gens peuvent penser. Donc, tout ce qui se branche, là, on va pouvoir en prendre possession. On va même prendre les cartouches qu'on redirige à ce moment-là, les cartouches d'imprimante qu'on redirige chez Mira. Donc, on a un partenariat avec eux. Donc, on peut y aller dans tout ce qui est petits électroménagers. On a des toasters. Dès que ça a une batterie, même les batteries elles-mêmes, là, on est un point de dépôt. Dans les entreprises, des fois, là, ils ont des machines pour les étiquettes, faire les étiquettes, des choses comme ça. Là, on a vraiment de tout. Des caméras, on a des projecteurs, on ramasse dans les écoles aussi. Fait que dès que ça se branche, dès qu'il y a une batterie,
on n'hésite pas. Derrière chaque appareil rapporté, il y a tout un processus. Certains matériaux sont récupérés alors que d'autres sont traités de façon sécuritaire. Une des parties les plus importantes, que souvent qui est sous-estimée, c'est vraiment la sensibilité de la donnée, hein, parce que quand on a un téléphone portable, un ordinateur, il y a de la donnée à l'intérieur. Puis ce qu'on veut, c'est que ça ne se retrouve pas quelque part dans les mains de quelqu'un qu'on ne voudrait pas. Donc, nous, on s'assure ici de faire l'effacement de la donnée ou même la destruction complète selon les entreprises pour nous assurer que ces données-là ne se retrouvent pas quelque part. Les équipes d'Unirecycle seront sur les routes de la région ce mardi afin de récupérer les appareils électroniques directement chez les gens. Il suffit de s'inscrire sur leur site Web afin de planifier la collecte. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. C'est assommant. Assommant. Un important incendie a ravagé plusieurs serres ici au domaine de Joriane, situé derrière moi à Saint-Narcisse. Le brasier, qui a commencé vers 15 h dimanche après-midi, a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers. On était 2 municipalités, Saint-Narcisse et Saint-Stan. Oui, c'est quand même c'est correct parce qu'on tombe dans notre force de frappe, on est réglementairement correct. On tombe directement avec le bon nombre de pompiers, puis c'est parfait pour une force de frappe à 20 pompiers. C'était sauver la propagation des gaz chauds puis des flammes pour la grosse bâtisse existante. Fait qu'on a tapé le feu direct. Durant le temps qu'avec le canon, on appuyait la petite attaque. Fait que les gars ils ont pu établir les boyaux. Si le vent a arrêté de l'autre bord, ça aurait été une autre histoire ce matin. Au lendemain du sinistre, l'entreprise maraîchère contemple aujourd'hui les dégâts avec impuissance. 24 heures plus tard, elle ne connaît toujours pas les causes du feu. Bien, c'est arrivé vraiment rapidement parce qu'on était ici, les serres étaient ouvertes au public. Puis on avait, même avant que ça arrive, on a eu des clients qui sont venus chercher des fleurs, des poches de terre, de l'engrais. J'ai eu le temps de partir juste de l'autre côté de la rue 1 minute pour revenir, que ma mère, elle était ici aux serres, pour se dire, il y avait une petite boucane, mais il y avait déjà des autos qui commençaient à arrêter pour dire, hey, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça s'est tellement... en peu de temps, ça a été généralisé, là, vraiment, puis on parle de 15-20 minutes. Là. C'était déjà généralisé. Le but, c'était de sauver l'autre bâtiment qui est à côté, qui est où qu'on fait toute notre production. Bien, dans le fond, ici, on produisait nos légumes en serre, puis en champ un petit peu plus loin. Puis dans le bâtiment, c'est là qu'on transformait, qu'on a une boutique aussi pour vendre nos légumes et tout. Fait que dans le fond, c'était le plus possible de sauver notre bâtiment. Le domaine de Joriane, établi depuis longtemps dans la région, n'espère qu'une chose, rebâtir ses serres. Puisqu'en raison de l'incendie, l'entreprise a perdu en grande majorité sa production estivale. Ça a parti, oui, de Daniel et moi. Puis ça fait au moins 43 ans qu'on opérait les serres. Et puis, ça allait bien. On avait notre clientèle. Puis, on essayait de donner toujours le meilleur de nous autres mêmes. Vraiment une belle production de piments, de concombres, de tomates, de parties là, pour la saison. Malgré cette épreuve, le domaine de Joriane poursuit ses activités. Ayant reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, il peut compter sur la communauté. À Saint-Narcisse, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info. Ont totalement laissé le Far West s'imposer dans le marché de l'immobilier. Québec solidaire propose d'imposer 100 % du gain en capital pour contrer la crise du logement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, c'est pas un secret, le marché locatif au Québec est très tendu, même qu'il y a des nouveaux chiffres qui placent Montréal et Québec comme étant les villes en Amérique du Nord avec le moins de logements disponibles sur le marché. Et là, on entend beaucoup de propositions et de solutions à la crise du logement qui sont lancées par différents paliers gouvernementaux. Et de son côté, QS propose que lorsqu'une personne vend une propriété, elle soit imposée sur tout le profit généré. Donc, le secteur de l'immobilier, c'est rentable. Donc là, il achète des immeubles et il décide de mettre tout le monde dehors, d'augmenter les prix puis de revendre. Le but, c'est d'empêcher la spéculation immobilière, en gros les personnes qui achètent des immeubles pour les revendre à profit. Bien, en ce moment, ils sont imposés uniquement sur 50 % du profit qu'ils font, alors que la majorité des gens, quand ils gagnent un salaire, bien, ils ne peuvent pas être imposés uniquement sur 50 % ils sont imposés sur 100 % parce qu'ils vont avoir encore des loyers, ils vont encore faire un gain en capital. Mais ce qu'on veut, c'est décourager les spéculateurs qui, pour faire de la grosse business, de la grosse argent, ils disent, tiens, l'immobilier, c'est un beau secteur, on veut les décourager à acheter pour réduire cette surchauffe-là. Évidemment, ça fait réagir parce que ça affecterait aussi les plus petits propriétaires qui ont des immeubles à logement. QS assure toutefois qu'il y aurait une exemption pour ceux qui vivent dans l'immeuble, mais certains craignent que ça vienne décourager les investisseurs. Bon, avec le 1er juillet qui arrive, c'est sûr que d'autres personnes, comme la mairesse de Montréal ou la première ministre, vont elles aussi lancer des idées pour aider la crise du logement au Québec. Mais si tu as envie qu'on t'en explique d'autres, dis-le nous en commentaire.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.